Alors voilà, donc petite vidéo qui va pouvoir stimuler vos échanges très bientôt dans les salles de conversation. On poursuit. Donc ici, ce que je mentionne, c'est que de mon expérience là en réactivité, en agressivité, ce n'est pas l'agression qu'on combat en tant que telle, hein, c'est la boucle qui la rend payante. Donc, on combat pas un chien, on combat pas une émotion, on combat même pas un comportement en soi. Ce qu'on doit désamorcer, quand je dis combattre, là, c'est plutôt désamorcer que je devrais utiliser comme verbe, c'est la boucle neurocomportementale qui donne du sens et de l'efficacité là, à cette réactivité ou à cette agression, là, si jamais le chien porte des actes d'agression. Donc ici maintenant, il y a une vidéo également de 15 minutes. On a 6 salles qui ont été formées. 3 d'entre elles vont recevoir la vidéo de gauche, c'est-à-dire de Potengo, et les 3 autres vont recevoir le Golden Doodle. Et ensuite, vous allez pouvoir échanger et on pourra ressortir des questions de tout ça, là, jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce que vous avez compris, est-ce des choses que vous voulez que j'éclaircisse, etc., etc. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, vous, ces 2 vidéos-là, les animateurs les vont pouvoir les diffuser dans les salles virtuelles. Moi, je vais partir les 2 vidéos consécutives l'une derrière l'autre pour que les gens qui vont éventuellement voir cette formation-là au niveau de ma publication sur ma page Facebook puissent voir les 2 vidéos. Ça va? Fait qu'on a quand même là pour un bon bout de temps pour assurer les échanges. Et puis ensuite, je vais répondre à vos questions. Bonne réflexion, bon échange. Jusqu'à maintenant, c'est très positif ce que je reçois. Continuez dans ce sens-là, c'est super valorisant et intéressant pour moi. Merci. Sans partir en fou, l'impact au bout de la laisse est quand même important, là, plusieurs fois sa masse, fait que c'est pas agréable pour lui. Et c'est pour ça qu'attaché au harnais et tout ça, et après un des coups, ça peut être extrêmement dangereux pour le chien. Mais notamment, les coups au harnais, c'est qu'il développe tellement de puissance, le chien, que on est en train de faire une niaiserie. Fait que là, on l'attend un peu. Yeah! Good boy! Hey, les good boy! C'est les good boy! Ça, c'est bien. Oh! Good boy! Ça, c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Oui, ça, c'est bien. Good boy! Fait que là, ici, il faut bénéficier un peu, mais être stratégique, parce que c'est un petit chien nerveux, lui, là. Hein? Donc, il a fait, pourquoi tu es en train de me sentir? Généralement, 1 seconde ou 2, c'est suffisant pour laisser un chien sentir. En haut de 2 secondes, pour un chien réactif, c'est pas une bonne idée. Fait que là, il vient quand même de vivre quelque chose de bien, d'une part. D'autre part, il a voulu agir, puis là, je lui ai dit non, ça c'est non. Donc, il a fait, oh, je me suis retenu. Fait que ça a été quand même constructif pour sa tête, pour son cerveau. Fait qu'on va quand même marcher en suivant. Il faut que le maître maintenant comprenne que la liberté, ben, je lui offre quand que je suis d'accord, au sens comme là, il n'est pas en liberté, le Chandler. Chandler, il est avec moi. Je m'arrête. Good. Il me regarde. Break. Je lui offre la liberté. Il commence à comprendre là, que ce mécanisme, c'est que durant la marche, je ne suis pas libre. Puis quand Alain me dit son ordre de libération, je peux maintenant aller sentir. Ça, c'est très constructif pour un chien. Fait qu'imaginez-vous que si je faisais pas ça, ce que je suis en train de faire là, avec son tempérament de réactivité envers les autres chiens, ah ben là, c'est une bombe à retardement. Là, ça devient presque impensable d'aller marcher avec un chien comme ça dans la société. Et naturellement, c'est pour ça que j'essaie de travailler sur lui pour le faire progresser. Mais naturellement, je ne peux pas changer ce qui est inscrit à l'intérieur de lui
en quelques séances. Là, hein. Au pied, on part en mode structure. On va aller voir si on a des chiens, parce que le but, c'est pas les humains le problème, c'est les chiens. Oui, good, good. Fait qu'un stimulus, qui vient de passer, et le chien lève sa tête vers moi, fait que je renforce ce comportement, malgré que c'est pas une problématique en tant que telle. Mais ça renforce l'engagement. Le chien m'a offert son regard, j'ai pas eu à lui demander. Je dis souvent, on apprend au chien, on capte ces moments-là. Le chien, qu'on est toujours en train de demander son regard, on a un souci. Le chien nous offre. Il nous offre en disant, est-ce que je peux être libre? C'est ça qu'il me dit actuellement. Rick, je vais lui offrir, mais j'ai pas demandé, pas nommé son nom, j'ai pas dit look at me ou peu importe. Hein. Fais pas ça. On peut apprendre ça, mais on n'agit pas sur le naturel du chien. Moi, j'aime travailler avec les instincts du chien. C'est pour ça que j'arrive à des résultats qui sont intéressants ou d'autres peut-être n'ont pas été capables parce qu'ils n'exploitent pas le naturel du chien. On essaie de faire quoi? De faire apprendre aux chiens avec des commandes, assis, couché, au pied. Moi aussi, j'utilise ça, puis c'est bien normal, là. Je suis pas contre ça. Mais il y a un élément, parfois, chez certains, il y en a d'autres qui sont excellents, ben, qui sont meilleurs que moi, là. Je fais des formations à l'international, pas pour rien que je me perfectionne à chaque année. Là, je vais utiliser mon ordre de sortie. Let's go! Good. Ça c'est bien. Oh, good boy. Oh, yeah. Allez, good boy. Oh, good boy. Ça c'est bien, ça. Oui, on fait retomber l'adrénaline et on essaie plutôt de compenser par la dopamine. Good. Dopamine qui est l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. Let's go. Let's go. Oh, good boy. Fait qu'il a bloqué quand même en entendant mon let's go. Nope, let's go. Regardez-vous. Le chien est. Fait que le mécanisme de ce chien, c'est je sens, j'explose. Je sens, il avance et il explose. Fait que c'est pour ça que mon let's go, je le fais pendant qu'il est en train de faire ça, pour le sortir de ce patron moteur. Let's go! Good, good. J'ai pas eu à mettre de tension. Je récompense. Fait qu'on va y retourner au pied. Hein? Le chien que j'essaie d'aider, là. Là, regardez, là, il avance. Au pied. Il s'est aperçu qu'il était plus à côté de moi, hein. Fait que son attention doit être davantage sur moi que sur les chiens qui sont là-bas. Let's go. Nope. Let's go. Ça, quand je dis mon let's go, là, c'est pas le temps de tourner ta tête puis commencer à vouloir renifler. Good. C'est ça que je veux. Good. Et c'est ça, je vais récompenser. Sinon, je fais ça comme ça sur ma laisse pour dire au chien, tu t'en vas pas au bon endroit. Let's go. Good. Ça, c'est bien. Good boy. Hey, t'es good boy. Et là, je vais récompenser ça. Fait que ça renforce. No. Let's go. Ça renforce son comportement de vouloir aller sauter sur l'autre chien. Non, tu me regardes, c'est moi qui ai la référence. Tu viens chercher ton réconfort en mon égard. Good, good. Fait que je vais retourner. Let's go. Je le laisse rentrer dans la zone. Let's go. Good, good. On voit que ça y tentait d'exploser. Là. Ça y prenait pas grand-chose pour pouvoir dire, il y a un chien, j'explose. Mais on est quand même à quelques pieds. Et là, je sors, puis je laisse tomber le stress à l'intérieur de lui. Mais en fait, c'est plus l'adrénaline. Hein? C'est l'adrénaline qui fait en sorte que le chien veut décoller super vite. L'hormone du cortisol, ça, c'est l'hormone du stress. Alors, fort probablement que si le chien vit du stress, il y a aussi ça qui se diffuse dans son corps. Le cortisol ainsi que l'adrénaline. Tandis que quand je dis Chandler, good boy, hey, les good boy, et que je récompense, là, on est dans la dopamine.
quelque chose qui est constructif pour le chien. Et je retourne. Let's go! Good boy! Hey, a good boy! Oh yeah, a good boy! Fait qu'aujourd'hui, je m'étais dit, je vais exploiter un peu mon ordre d'interdiction, mais j'ai décidé de changer de stratégie en fonction de la posture que le chien m'offre. Fait que je prends plutôt l'ordre de sortie pour y faire vivre plus le côté positif que le côté négatif. Ça, c'est non. Là, j'utilise mon interdiction. Good. Tu renifles pas pendant qu'on marche. Let's go. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Oui. Fait que dans le non, il a su bloquer. Nope. Good, good. Ça, c'est bien. Fait que dans le non, il a su bloquer. Fait qu'on voit qu'il a fait un effort. Là, il y a un chien ici, il l'a pas vu, je pense. Il est attentif sur moi. Fait que c'est sûr que quand un chien voit pas l'autre chien, il apprend pas à gérer son émotion. On apprend à capter son attention. C'est différent. Moi, je veux que le chien apprenne à gérer ses émotions. C'est pas pareil. Au pied. Good. Ça, c'est bien. Good boy. Very good boy. Let's go. Let's go. Fait que j'ai pas le choix de faire ça comme ça pour y montrer quand t'entends mon let's go. Oui, il faut que tu viennes avec moi. Good. Fait qu'on voit que c'est plus facile quand je marche dans cette direction-là que quand je suis en présence de stimulus déclencheur. Regardez bien. Let's go. Il tourne sa tête. Mais là, si je le dis, let's go, c'est un petit peu plus dur. Il faut que j'utilise ma laisse pour pouvoir le ramener. Hey, good boy. Good boy. Je vais récompenser ça. Donc, il fait un effort, hein. C'est bien, ça. Let's go. Là, je vais utiliser mon marqueur d'interdiction. Ah, good boy. Good boy. Yay. Good boy. Hey, good boy. Yay. Good boy. Oh, c'est un beau chien, ça. Good boy. Break. Je lui offre sa liberté. Il a passé à côté d'un chien puis s'est mis à me regarder. Fait que ça, c'est l'élément, je vais lui dire, hey, depuis tantôt que tu vas aller sniffer, depuis tantôt que tu vas aller uriner, que tu vas aller marquer, tu m'as offert quelque chose d'extraordinaire parce que tu m'as entendu. Tu sais que quand je suis comme ça, je suis extrêmement content de toi. Et là, je l'ai libéré. C'est sa récompense qui fait suite à son comportement. Fait que c'est comme ça qu'il faut travailler un chien réactif. Il faut travailler dans le positivisme, effectivement, dans la partie structurante, mais également dans les interdictions, mais placées au bon moment, réfléchir, savoir comment faire, lire le chien, lire sa posture. Est-ce que je dois utiliser mon marqueur de dérive, qui est NOPE? Est-ce que je dois utiliser mon marqueur, d'interdiction, qui est NON? Fait que ça, c'est des choix que l'on doit faire, mais c'est pas uniquement avec le renforcement positif sans arrêt, parce que ça a été testé sur ce chien-là, là, soit dit en passant, là, en renforcement positif pur, et ça fonctionne pas. Il faut utiliser les deux. Oui, il faut exploiter davantage le renforcement des comportements. Stratégie à prendre, c'est-à-dire être, nous, comme meneurs, entre le stimulus déclencheur et le chien. Fait que là, je vais lui dire non. Ça, c'est non. 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 Ça, c'est non. Good. Good boy. Good. Ça, c'est bien. Good. Excellent. Excellent. J'ai pas utilisé son nom cette fois-ci parce que là, je juge de mon jugement, comme on dit en bon québécois. J'utilise de mon jugement, je devrais dire. Et le chien, là, je voyais qu'il était pour s'en aller vers une réaction, fait donner son nom, n'aura pas été profitable parce qu'il serait pas retourné en toute probabilité, parce que je le connais un peu, là, vers moi. Fait que j'essaie d'exploiter son nom au bon moment, c'est-à-dire quand je sens que je vais pouvoir avoir une réussite pour renforcer ce comportement.
Là, je fais exprès de marcher tranquillement, d'une part pour pas rentrer dans la bulle des gens, mais d'autre part pour apprendre à Chandler à contrôler cette énergie de voir un chien puis de marcher tranquillement en direction d'un autre chien. Good! Il a tourné sa tête vers moi, fait que je vais récompenser ça. Alors, il a vu l'autre chien, puis en tournant sa tête, il a entendu good, puis il a reçu une récompense. Fait que c'est quelque chose qui est cool pour lui, ça. Hein? Bon chien! Excellent! Fait que je prends toujours ma décision en fonction de la situation. Des fois, je me trompe, puis des fois, j'ai réussi. Fait qu'il y a même plus qu'un chien, il y en a même deux. Là, je vais essayer d'utiliser son nom. Chandler. Good boy. Nope. Chandler. Good. Hey, good boy. Allez, good boy. Oh yeah. Ça, c'est bien. A good boy. Chandler. Oh, allez, good boy. Yeah. Good boy. Good boy. Là, on est dans le renforcement positif ici. Hein? Puis, il faut savoir à quel moment qu'on peut utiliser le renforcement positif, mais aussi savoir exploiter la fenêtre de l'interdiction parce que le renforcement positif ne sera pas la clé pour toutes les situations. Et ici, avec l'expérience que j'ai, je sentais que c'était le bon moment d'agir en captant son attention, en lui demandant son nom, et là, on voit qu'il m'offre quelque chose, puis il attend quoi? Il attend sa libération. C'est ça qu'il attendait, ce chien-là. On va aller vers la voiture. On va pouvoir embarquer dans la voiture. Hein? Attends. Allez hop! Oui, good boy! On se couche dans la voiture. Hein? Dans la voiture à Alain, c'est toujours couché. On a une ceinture de sécurité qu'on attache, qu'on peut ajuster là pour si on veut que le chien aille moins par là. Là, je l'ai mis à mi-chemin pour le berger allemand et pour lui aussi. Et puis, moi, durant la promenade en véhicule, le chien doit être couché. Je renforce le fait que le chien est couché. De temps en temps, je lui dis good, puis je lui donne une récompense. On appelle ça du free shaping. Je renforce le comportement qui est là. Good boy. Hein? Ça, c'est bien. Good boy. Merci à vous. Bonne fin de journée. Je vais lui donner une récompense aussi. Elle a fait une belle attitude. J'ai utilisé mon marqueur négatif. Non pas d'interdiction, juste no, pour lui rappeler qu'elle s'en allait sur une mauvaise voie. Elle a avancé légèrement son corps vers le chien, mais elle a maintenu la gestion de ses émotions et sa position. Fait que j'ai récompensé en disant good par la suite et avec la friandise. C'est ce que j'appelle agir dans l'intention. Donc le chien est en mesure de réfléchir avec son néocortex au lieu d'être toujours au niveau de l'adrénaline suivant une mauvaise gestion de ses émotions. C'est l'amygdale au niveau du cerveau, les ondes, les amygdales qui rentrent en ligne de compte. Et là, le chien n'arrive plus à gérer ses émotions. C'est souvent des réponses automatiques qui s'enclenchent suivant l'adrénaline, la dopamine qui rentre dans le cerveau et d'autres types d'hormones, des neurotransmetteurs que l'on appelle. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Good. On va avancer encore une fois vers le chien. Good girl. Donc on voit qu'elle est là à gérer davantage son émotion cette fois-ci. Donc il faut faire vivre au chien plus de réussite que d'insuccès. Mais c'est au travers des insuccès qu'on arrive à faire comprendre au chien une direction qu'on veut qu'il adopte. Si on fuit toujours les choses qui font réagir notre chien,
on ne pourra jamais le faire progresser. Par contre, si on le fait vivre toujours des événements qui le font réagir, là, le chien monte au niveau du cortisol, donc une hormone du stress, et il n'arrive pas à réfléchir, il n'arrive pas à évoluer. Donc il faut savoir peser, c'est ce qu'on appelle du balance dog training. Good, ça c'est bien, excellent, excellent. Donc j'ai utilisé mon marqueur négatif dans un premier temps, et là je voyais qu'elle poursuivait à avancer légèrement. J'ai utilisé mon marqueur d'interdiction pour montrer au chien, reste avec moi, il n'y a pas de souci. Excellent. Et j'ai récompensé ça. On va voir comment il va se comporter. Je peux lui rappeler en disant, Léa, ok. Raccourcir légèrement ma longe avec mes doigts, mais sans mettre de tension. C'est ce que je suis en train de faire actuellement avec ma main droite. Toujours en gardant un petit U. Je veux m'assurer de pouvoir faire un blocage si nécessaire. Je ne m'éloigne pas, je marche en ligne droite. J'observe. Voilà, on a vu son comportement qui a changé. J'ai utilisé mon marqueur d'interdiction. Good. Et là, je lui dis, c'est ça que j'attends de toi. Donc, on le voyait rapidement qu'elle s'en allait dans la direction du chien. J'aurais pu réagir légèrement avant. Donc, je ne l'ai pas fait assez rapidement de mon point de vue. Mais je l'ai quand même fait en évitant une explosion. Quand on est toujours dans l'explosion, le chien ne vit pas de belles choses. Donc, on voit ici son changement de comportement. Nope, au pied. Good. Léa, je capte son attention sur un écureuil et je vais récompenser. Nope. Donc, l'écureuil, je pense qu'il est habitué aux animaux, hein, il suit réellement. Léa. Good, good. J'ai utilisé mon pressure release avec une petite tension pour la laisse. Léa. Yes! Good girl, baby. Yeah! J'essaie de t'en jouer un peu, parce que je sais que Léa adore ça. On a encore un chien là-bas, on va se pratiquer à nouveau. Et qu'on n'évite pas le chien. On essaie juste de jouer sur le bon seuil. Je sais que Léa est capable. Par contre, comme je disais précédemment, s'il y a juste des insuccès, ça veut dire qu'on est trop proche ou on en demande trop. OK. On voit les changements de posture pour le chien. Ça, c'est un cadeau pour le chien. Nope. OK. Good girl. Good girl. Ça, c'est bien. Je vais récompenser ça. On a vu que j'ai agi. L'expression que je dis souvent, j'ai pété sa balloune pour l'empêcher de tomber dans des émotions extrêmes. Et là, elle apprend. Elle apprend à contrôler ses émotions. Good girl. Yeah. Arrêtez, puis je vais la libérer. La libération, Léa, quick, c'est aussi une récompense pour le chien. C'est pas juste la friandise. Et voilà, elle fait un petit pipi de marquage, étant donné que la personnalité de Léa, protection de ressources intenses, à différents niveaux, là, humains, jouets, os, etc., et elle a tendance à marquer énormément lorsqu'on fait des marches. Donc, si je laisse Léa marquer sans arrêt, ça manque de structure. Donc, pour cette raison, c'est lorsque je marche au pied ou en marche structurée, je ne permets pas au chien de sentir au sol. Je ne permets pas au chien d'aller faire ses besoins. Par contre, j'arrête régulièrement pour lui permettre de faire ça.
Là, je vais partir justement en marche structurée, non pas une marche au pied. Léa, on marche. Donc, la distinction, c'est que le chien peut marcher à côté de moi, oui, mais peut avancer légèrement en avant, puis il n'y a pas de souci. Good. Par contre, je ne lui permets pas de sentir au sol. Je lui permets pas de tirer sur la longe ou sur la laisse. Donc, on remarque que c'est relax. C'est ce que j'appelle la marche structurée. Excellent. Ça, c'est très, très bien. Je peux m'arrêter. Le chien doit s'arrêter. On voit que c'est pas arrêté au pied. Il peut arrêter n'importe où, en autant qu'il ne tire pas dessus. Là, je vais capter son attention. Léa. Good. Quick. Et je libère le chien pour qu'il puisse aller sentir. Alors voilà, c'est le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Encore beaucoup de travail à faire sur Léa. Parce que la réactivité canine, réactivité aux humains, réactivité aux autres éléments, mais ça ne se règle pas d'une façon instantanée. C'est du travail de longue haleine. Ça va être aussi à travailler toujours, continuellement, mais avec les bons mécanismes d'apprentissage. Merci. Bonne. Good. J'essaie de renforcer le fait que Léa reste couchée quand on est en voiture. Donc, je lui interdis pas de se lever, mais je renforce le comportement couché. C'est ce qu'on appelle du free shaping. Elle m'offre ce comportement. Donc, je lui dis « good » et je lance une friandise. Je vais maintenant cogner. Good. Et je récompense. Donc, il s'agit d'utiliser ce que le chien nous offre régulièrement. Ça peut durer une trentaine de secondes, une minute, pour renforcer des comportements. Et on n'exploite souvent pas assez souvent ce type de renforcement. On appelle le free shaping. Good! On fait l'exercice. Allez. Good. Excellent. Excellent. Oui, ça c'est bien. Hop, on va les faire. Oui, ça c'est bien. Excellent. Oui, good. Ah si. Nope. Good. Okay. Good girl. Good girl. Good girl. Good. Voilà, ça c'est bien. Merci. Léa, ok. Assis. Good. Bonne fille. Good. Ok. Assis. Good. Bonne fille. Good girl.
Alors voilà, c'était une autre séance de travail avec Léa. Donc Léa s'améliore considérablement. Donc on se souvient que Léa avait une réactivité intraspécifique donc entre ses congénères et également interspécifique, c'est-à-dire avec les autres espèces, incluant l'humain. Donc maintenant, Léa commence à comprendre que l'humain est une bonne chose. Donc je l'ai fait flatter par un inconnu, sous mon autorisation naturellement. Et on a vu son comportement, elle s'est très très bien comportée. À l'intérieur, elle est curieuse un peu, mais beaucoup moins nerveuse qu'auparavant, où elle cherchait au moindre bruit à quitter sa position. Donc de là l'importance de donner confiance au chien, de travailler sur la relation avec le chien, de travailler également avec ce que j'appelle le pressure release. Donc c'est-à-dire que le chien, lorsqu'il sent une tension, au lieu d'aller en opposition, ce qu'on appelle le opposition reflex, donc tirer sur la laisse, le chien va plutôt dans la direction de la tension. Et ça, c'est extrêmement important pour un chien. Donc, on voit que Léa patiente toujours. Je l'ai lui demandé d'être en mode assis. J'ai utilisé les marqueurs positifs à l'intérieur, good, et également le no pour le marqueur négatif. Lorsque j'ai un marqueur négatif plus important à faire, c'est-à-dire une interdiction, j'utilise un son. Donc, je fais tch. Et là, le chien, à ce moment-là, sait que ça, c'est une interdiction. Alors, merci beaucoup, puis bonne fin de journée. Au revoir. OK, alors rebonjour. Alors, on a pu discuter dans les différentes salles et puis beaucoup de questions ont été soulevées, ont été signifiées. J'ai essayé de répondre à chacune des 6 salles. Maintenant, on a retiré des questions principales et puis on va essayer de regarder ça ensemble, ces différentes questions. Donc, si je m'en viens ici, on va le projeter. Donc, on était à la réflexion numéro 3, effectivement. Donc, vous les avez organisés, vous les avez regroupés, Albert? C'est ça que... D'accord, OK. Alors, on a, premièrement, pourquoi le renforcement positif pur peut-il échouer avec certains chiens réactifs ou agressifs? Ensuite, là, je ne sais pas c'est lequel qui a été regroupé, là, je lis en même temps. Comment expliquez-vous que certains chiens restent ou deviennent agressifs après un entraînement pourtant positif? Est-ce que l'utilisation d'outils aversifs est encore défendable aujourd'hui? Comment répondre à ceux qui rejettent toute forme de correction en disant que c'est de la violence? Pourquoi? Non, pardon. Peut-on vraiment dire qu'un malaise peut être éducatif et bénéfique pour un chien? OK, donc, beaucoup de questions. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, commençons par pourquoi le renforcement positif pur peut-il échouer avec certains chiens réactifs ou agressifs? Simplement, je pourrais dire que si on ne fait pas d'interruption, donc un arrêt clair du comportement, la stratégie d'agression ou de réactivité là, devient ce que l'on nomme, ce que j'ai déjà mentionné là, en sciences comportementales, une stratégie auto-renforçante. Donc, j'ai déjà mentionné ça. Alors, la réactivité ou l'agression, ça permet en d'autres mots d'obtenir un gain. J'ai parlé tantôt d'espace, d'éloignement, d'évitement, de retrait d'un stimulus qui est stressant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est agir sur la boucle neurocomportementale, puis plus principalement, ça s'appelle le circuit dopaminergique. Je fais un petit rappel parce qu'on a arrêté quand même un bon bout de temps. Alors, en d'autres mots, on a un stimulus, il y a un comportement réactif, il y a un retrait du déclencheur, donc il y a une augmentation de dopamine, parce que c'est un gain pour le chien, c'est une forme de récompense. Et enfin, un comportement qui va être encodé, enregistré,
Et la suite de la boucle va recommencer. Il y a de la réactivité dans le futur qui risque d'arriver. Alors, c'est pour ça qu'un malaise peut être un plaisir pour le cerveau du chien. Hein, ce malaise-là qui a voulu repousser, ça a créé dans la tête du chien une récompense, c'est-à-dire un gain. Et c'est la dopamine, à ce moment-là, qui fait en sorte que l'habitude comportementale va vouloir se reproduire. Sur le terrain, ce que je constate, c'est quand, si on n'a pas, de structure claire, si les chiens finalement reproduisent toujours les mêmes stratégies, malgré le renforcement positif, parce qu'oubliez pas ce que j'ai parlé là précédemment, que l'on peut renforcer des stratégies émotionnelles, et puis ces stratégies émotionnelles deviennent fonctionnelles, et le but, ça va être de faire inhiber, entre guillemets. Et souvent, les gens ont peur de ce mot. Par contre, le chien, c'est le cortex préfrontal là, qui va faire en sorte qu'il va apprendre à inhiber certains comportements, à réfléchir en disant ça, c'est la bonne posture, le bon comportement à adopter, et je dois faire autrement, dit différemment. Le chien doit apprendre ça, donc à réfléchir, à maîtriser ses émotions, et c'est le cortex préfrontal qui permet de faire cette chose-là. Alors, si on n'interrompt pas cette boucle neurocomportementale, mais ça va s'intensifier. Puis la réaction ou l'agressivité, là, par le processus d'anticipation, parce qu'on a vu aussi qu'on a un système qui fait en sorte que le chien va anticiper des choses, puis il va vouloir réagir ou faire un acte d'agression de plus en plus vite pour faire fuir, parce qu'il sait que c'est payant. Et ça, de nombreuses études le démontrent, le Seeking System, notamment, qui est renforcé par le résultat qui est atteint par le chien. Ça a été au début des années 2000 de mémoire. Là, faudrait que je vérifie dans mes références à la fin du PowerPoint. Je pourrais revenir. Là, je vous ai mis cette note-là. C'est entre 1995 et 2000 parce que je me souviens que j'avais fait une formation à ce sujet. L'étude que je vous ai parlé là, de 2016 qui s'est poursuivie en 2019 là, sur Stelly puis toute la gang. Donc la dopamine qui est libérée lors de l'évitement là, qui est réussi, puis via une stratégie de conflit, même si ça crée donc un conflit dans la tête du chien, il y a une augmentation de dopamine. Bref, il y a d'autres études aussi, le DOO que je vous ai nommé tantôt, là, qui en 2002, là, j'avais écrit dans le PowerPoint, il faudrait retourner sur la diapositive, a démontré ce que je suis en train de vous dire. L'autre question, c'est quoi les autres questions? Ensuite, est-ce que l'utilisation d'outils aversifs est encore défendable aujourd'hui? Comment répondre à ceux qui rejettent là, toute forme de correction en disant que c'est de la violence? Et peut-on vraiment dire qu'un malaise peut être éducatif? Je suis déjà en train de parler un petit peu de ça. Là. Alors, si on commence au niveau des outils aversifs, OK, l'outil est utilisé là, avec une association d'un bon plan. Pour moi, un outil doit être intégré dans un plan. Donc, un outil utilisé comme ça at large par n'importe qui, excusez l'anglicisme, mal utilisé par une personne qui n'est pas compétente va faire en sorte que ça va créer plus de mal que d'autres choses. Et c'est ça le souci de nos jours, évidemment, parce que les gens ont accès à plein de choses. Je ne suis pas contre l'accès, cependant, mais je suis pour la formation et le développement de la compétence, parce que ça se développe une compétence. Alors, un outil doit être en association avec un plan qui est structuré. Donc, balise très claire, relâchement, feedback positif là, que l'outil peut amener. Donc, l'utilisateur, naturellement, doit être formé et compétent, comme j'ai dit précédemment,
Mais l'outil doit surtout être vu comme un canal de communication. C'est pas un outil de punition brute, là, comme je vous ai déjà dit précédemment. Donc, le fameux collier électronique, par exemple, il existe des colliers électroniques de qualité. Quand je dis de qualité, avec un ajustement à des fréquences bien précises et à différents niveaux de fréquence versus un collier électronique qui a 5 niveaux, 4 niveaux, et là, ben, la plage est pas bien ajustée. Donc, évidemment, on n'arrivera pas potentiellement à pouvoir communiquer une information utile parce qu'un outil, là, je suis en train de parler d'un collier électronique, c'est un marqueur de redirection, comme la laisse est un marqueur de redirection. Qu'elle soit attachée à un licou, qu'elle soit attachée au harnais, que ça soit une sleep leash, que ça soit attaché à un prong, que ça soit attaché à un collier étrangleur. Bref, vous comprenez que c'est un canal de communication et le canal de communication doit être un marqueur de redirection et non pas un canal de sanction par le mal et la peur. Et là, on va voir, je veux pas m'emporter là-dessus, mais on va voir des gens qui vont faire des vidéos en se mettant un prong dans le cou, en disant, est-ce que vous mettiez un e-collar dans le cou de vos enfants? Et là, ben, on démontre les niveaux, là, en disant, ah, oh, ça fait mal, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Bref, c'est pas une façon d'utiliser un outil, ce n'est pas une façon d'assurer une communication. Quand je communique avec mes enfants, je leur dis pas, pardon, je suis en train de te parler, je te gifle, boum, écoute-moi, hein, c'est pas ça que, hein, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc, peu importe l'outil, si vous êtes de ceux et de celles qui faites mal aux chiens, ben vous êtes incompétent, tout simplement. Vous ne savez pas utiliser l'outil avec compétence. Alors pour moi, il y a des outils que je préfère plus que d'autres, selon les circonstances. J'utilise beaucoup la sleep leash parce que c'est dynamique. Hein. La pression va être dynamique, peut se relâcher très rapidement. J'ai fait des calculs, étant ingénieur de formation, j'ai démontré clairement qu'avec une communication de type pressure release, c'est-à-dire un peu comme on fait avec les chevaux notamment, j'ai eu des chevaux également, ben on est en train de dire, si tu sens une tension dans cette direction, je t'invite à suivre la tension. C'est pas, si tu sens du mal dans cette direction, je t'invite à me suivre parce qu'il va avoir encore plus mal. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Alors, je pourrais emmener cet exemple-là avec tous les outils, naturellement. Alors, de grâce, évitez les fameux biais. Hein, les fameux biais, les stupidités que l'on entend à gauche et à droite de personnes qui ont des idéologies un peu malsaines, pour dire ça comme ça. Je connais des gens en renforcement positif pur, on a des échanges qui sont constructifs. Il y a des gens ici que j'ai vus dans les différentes salles, en balance dog training, en renforcement positif pur, des gens qui utilisent finalement, là, qui m'ont parlé là, bon, des différents cadrans là, de Skinner, et bon, qui rentrent dans le balance dog training, le R+, R-, P+, P-, etc. Fait qu'on a eu quelques petits échanges à ce sujet, mais on a eu des échanges qui sont constructifs, des échanges qui étant bienveillants, des échanges qui étaient sains, des communications saines. Par contre, vous allez toujours trouver des gens qui vont vouloir être, par des arguments fallacieux, démontrer de la corrélation, puis la causalité. Au lieu de parler de corrélation, ils vont dire que c'est de la causalité. Ils vont porter un outil qui ne prouve pas nécessairement que c'est la cause de l'agression. Là. Ils vont vouloir mettre ça de l'avant. Ils vont nous sortir des études qui le démontrent. Mais à titre de scientifique, je peux clairement préciser que certaines études ne sont pas bien montées, et je le démontre dans mes cours, que ce soit au niveau collégial ou universitaire, parce que quand on comprend la statistique et la méthodologie statistique, on peut
dire ça c'est rempli de biais ou ça c'est pas assez précis. L'incertitude est très importante. Le groupe échantillonnage est mal fait, n'a pas été fait de façon aléatoire, la période d'analyse est pas assez grande, etc., etc., etc. Donc, la majorité du temps, il ne faut pas oublier, pour revenir aux outils aversifs, que les chiens ont vécu vraiment des parcours difficiles. Et ces parcours difficiles-là, c'est une opinion que je donne, qui est partagée par plusieurs, autant dans le renforcement positif pur que dans le balance dog training. L'incompétence est souvent le cas. On en retrouve dans toutes les approches. L'incohérence également, l'incohérence du timing, l'incohérence de la stratégie prise dans le plan d'intervention et l'ambiguïté principalement de la communication. D'un fois on le fait, d'un fois on le fait pas. Et là, ça crée de l'ambiguïté dans le cerveau du chien et non pas dire que le chien réfléchit comme un humain parce qu'il n'a pas la capacité de faire des analyses complexes comme nous, d'ailleurs, mais son cerveau, je dis bien son cerveau, avec ce que je vous ai parlé précédemment, produit des réponses parfois qui sont remplies de conflits, remplies d'ambiguïté, et ça accentue les problèmes de comportement, de réactivité et d'agressivité. Donc, encore une fois, plein d'études là-dessus qui ont démontré des choses. Là, dans les années 2000, on a fait des études, 2008 ou 2010 de mémoire. Les chiens militaires de protection performaient mieux là, en entraînement structuré, en intégrant des corrections qui étaient claires, mais aussi en intégrant des récompenses au bon moment. On a aussi des études qui ont démontré que le stress, lorsque c'est un stress contrôlé, comme le pressure release, ça augmente la résilience du chien à pouvoir tolérer d'autres éléments déclencheurs là, qui le stressent. C'était quoi l'autre question? Excusez-moi, je vais relire. Comment répondre à ceux qui rejettent toute forme de correction en disant que c'est de la violence? Ben, je suis déjà un petit peu en train de répondre à ça. Hein? Pour moi, la violence, c'est justement de l'ambiguïté. Quand tu agis sur ton chien et que tu es incohérent et tu crées de l'ambiguïté chez lui, ben, tu fais un chien stressé. Et le chien, il comprend pas ce que tu attends de lui. Parce que tu n'arrives pas à communiquer clairement tes balises. Puis une interdiction claire, et ça c'est démontré d'ailleurs, prévisible, ben ça a la possibilité d'emmener des succès. Puis le succès, lui, ben, il est rassurant. Et c'est les études en neurosciences qui le démontrent. Puis en pratique, mais quand on associe des marqueurs, des marqueurs positifs, mais aussi des marqueurs négatifs, voire d'interdiction, mais ça permet un comportement de redirection, comme je disais précédemment. Mais ce qui est important, c'est le suivi de ce comportement de redirection, de dire « Ah, maintenant c'est ça que j'attends de toi. Tu as bien fait les choses. » Et ça, ben, le chien arrive à dire « C'est un chemin qui est plus payant qu'un autre chemin. Est-ce que je dois faire ça ou je dois faire autrement, comme je vous disais précédemment? » Donc, le circuit cholinergique va permettre au chien de penser de cette façon-là. Donc, voilà. Alors, éviter l'émotion à l'extrême naturellement, la correction qui fait extrêmement mal, par exemple, en disant « je vais te punir » et que le maître s'emporte et crie après son chien, bien évidemment, ça n'amène pas un signal d'une information qui est claire et précise. On va toujours trouver des gens qui sont dans l'excès. Et c'est pas l'excès qui est payant avec un chien, c'est la clarté, la cohérence. Ça, c'est payant pour le chien. Alors ensuite, peut-on dire qu'un malaise peut être éducatif? Qu'est-ce qui était bénéfique pour le chien, pour un chien? Ben, le malaise, s'il est court, qui est compréhensible et qui est surtout suivi d'un succès, comme je vous ai mentionné, ben, pour le cerveau du chien, que vous le vouliez ou non, pour son cerveau, c'est une information utile.
un inconfort peut devenir un inconfort instructif et non de la douleur punitive. Le pressure release que je prône depuis les 20 dernières années permet au chien de lui apporter une information utile et il ressent un certain inconfort et en disant « je suis le mouvement de la laisse », l'inconfort disparaît. C'est donc bien cool, ça, cette affaire-là. Hein? Donc, le fameux renforcement négatif, là, les 4 cadrans là, de Skinner que certains d'entre vous m'avaient parlé. Alors, oui, il y a des études en neurosciences qui mentionnent que le système qu'on appelle Seeking, c'est-à-dire le réseau dopaminergique, pour faire le lien avec ce que je vous ai enseigné tantôt, lorsque le chien recherche une solution, grâce au circuit dopaminergique, il y a un soulagement. Il y a un soulagement parce qu'il y a un objectif qui a été atteint. Et là, ce que ça crée, c'est l'augmentation de la dopamine, s'il y a réussite. Et c'est pour ça que un bon éducateur canin va prendre différentes stratégies pour faire comprendre son intention et faire vivre une réussite de façon constructive. Hein, vous m'entendez régulièrement dire ce mot, de façon constructive, parce que ça l'aide le chien à atteindre un objectif pour le sentir mieux. Il se sent mieux. Hein? Donc, les études de Stelly 2016, voire même 2019, l'ont démontré clairement. Et le pressure release que je vous parle, que vous entendez régulièrement dans mes vidéos, que je répète sans arrêt, ce que ça fait, c'est qu'il y a une tension sur la laisse. Cette tension sur la laisse va potentiellement impliquer un arrêt ou une attente, un retour au calme parce qu'il va y avoir relâchement de cette tension selon ce que le chien, au niveau du seeking, le réseau dopaminergique, il va chercher une solution en disant si je vais dans la direction de la laisse, la tension disparaît. Oh, c'est agréable pour moi. Augmentation de la dopamine parce que je vis un succès, je vis un gain. Je renforce la communication avec le chien à titre de meneur. Donc, un pattern qui est sain, excusez-moi l'anglicisme. Donc, pattern sain, au lieu de faire je vais m'opposer à toi et je vais faire de l'agression redirigée vers toi. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup en longe, hein, je l'ai mentionné dans une vidéo. C'est pour ça que je trouve que certaines lois, notamment au Québec, du fameux 1,8 mètres, attaché soit au licou ou au harnais pour des chiens là, supérieurs à 45 livres environ, est une aberrance au niveau de la compréhension de comment le cerveau d'un chien fonctionne. J'ai adressé ces choses-là à des personnes en haut lieu et ils commencent à comprendre davantage comment que le cerveau d'un chien fonctionne. Alors voilà, donc je veux pas trop m'étendre non plus. Si je conclus là sur ces grandes questions qui m'ont été posées, qui sont super intéressantes, merci d'avoir retenu ces questions-là d'ailleurs, parce que c'est là-dessus qu'on a échangé passablement durant les 30 minutes là, que je me suis promené dans les différentes salles. L'inconfort tout seul, là, ça peut faire en sorte que le chien il fige. Hein, on a le fameux fight, flight or freeze. Le chien il fige parce qu'il ne sait plus quoi faire. Hein? Et ça, oui, c'est un inconfort qui donne pas une information utile. Mais un inconfort avec une stratégie connue qui mobilise le chien à chercher, à proposer une solution et donc à réussir potentiellement, ça c'est constructif. Je préfère donc dire non à un chien très clair, suivi d'un succès, je le guide en disant oui, c'est ça que je désire que tu fasses. Au lieu d'avoir un laxisme qui enferme le chien dans son stress pendant des jours, voire des semaines, et dans certains cas des années, parce que par rapport à l'idéologie que l'on porte à bout de bras, qu'on veut faire croire aux gens, il faut jamais dire non à un chien.
faut plutôt lui dire « Ah, tu fais les bonnes choses » et ignorer les choses qui le fait mal. Et ça n'est pas comprendre, je répète, le cerveau du chien. Quand on comprend le cerveau du chien, on arrive à dire que ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que le renforcement positif n'a pas de sens. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que des gens utilisent des arguments qui sont injustes. Une fourchette a des dents, j'ai des dents, donc je suis une fourchette. Ce type d'argument-là, pour moi, c'est n'importe quoi. Donc, c'est des gens qui, je ne sais pas en quoi qu'ils ont étudié, ils se disent experts en comportement canin, ils font des formations, organisent des séminaires et ils disent n'importe quoi. Alors, voilà, donc j'ai essayé de faire le tour là de l'ensemble de ces questions. Là, j'aimerais avancer quand même parce qu'on a quand même une demi-journée de formation avec un petit moment de lunch avec ça. On va être prêt à pouvoir poursuivre. Donc, nos échanges, les réflexions sont terminées. On va maintenant être prêt à passer au point numéro 3, 4 points au total. Donc, réactivité versus agressivité. Bien, cette distinction-là est quand même essentielle. Hein? La réactivité, c'est une réponse émotionnelle qui est souvent un petit peu exagérée à un stimulus qui fait peur, qui est frustrant parce que je veux faire éloigner ou je veux aller rejoindre ou je veux attraper ou je suis excité par. Bref, le chien peut se rétablir rapidement une fois cet événement-là, qu'on appelle un stimulus déclencheur, là, qui est terminé, qu'on s'est éloigné. C'est souvent ça qui nous permet de dire OK, on n'a pas une intention offensive nécessairement, même si l'explosion est quand même importante et que ça peut faire peur. Quand on s'éloigne, ça redescend. Et un indice qu'on progresse en réactivité, c'est souvent le retour au calme qui se fait de plus en plus vite. Là. Les intervenants canins, les éducateurs et éducatrices, vous comprenez ce que je veux dire, et également les vétérinaires comportementalistes. L'agressivité, elle, est un petit peu différente. Hein? C'est un comportement où il y a une stratégie. Là. Il y a une stratégie menaçante derrière ça, parfois même sans avertissement. Bon, certains diront que le chien est arrivé à pas faire d'avertissement parce que justement on l'a corrigé dans son agressivité. Ça peut être le cas si on l'a mal appliqué. Au même moment, cette interruption de cette boucle d'agressivité, ça peut être le cas, évidemment. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas intervenir pour interrompre. Il y a une façon d'intervenir pour interrompre. Hein? Que ce soit lors d'une émeute, lors d'une arrestation, les policiers savent comment intervenir en fonction de la situation. Un enseignant, une enseignante sait comment intervenir en fonction de la situation. Un urgentologue sait comment intervenir en fonction de la situation. Un expert ou experte en comportement canin devrait savoir comment intervenir en fonction de la situation. Et c'est là que le bas blesse de mon point de vue. Donc, ce qui permet de faire la différence, c'est d'observer 3 choses de mon point de vue, là, entre réactivité et agressivité. Tout d'abord, l'intention qui est derrière le comportement. Est-ce que c'est une intention d'évitement, de faire fuir, ou c'est une intention de contrôle, de vouloir aller chercher? Hein? C'est différent. La récupération émotionnelle, comme j'ai dit précédemment, est-ce que ça se fait rapidement, dans le calme? Est-ce qu'il y a une tension persistante qui est là, même si le stimulus déclencheur a quitté? Il pourrait y avoir un indice du niveau de réactivité qui peut basculer rapidement vers de l'agressivité avec une intention de faire mal. Enfin, 3, le contexte dans lequel ça se produit. C'est toujours la même situation, le même déclencheur. Fait que tout ça, quand on fait cette lecture fine-là de ces 3 points-là, il pourrait y en avoir d'autres, là, mais je simplifie aujourd'hui, c'est un point de départ pour une intervention qui est adaptée, pour dire, OK, à titre d'expert,
experte, je vais pouvoir dire ça c'est de la réactivité, c'est une réactivité intraspécifique envers mes congénères, c'est une réactivité interspécifique envers les autres espèces, incluant l'humain. Réactivité territoriale, vouloir contrôler le territoire, hein, réactivité, environnementale, là, se mettre à japper après la poubelle, par exemple, après les vélos, après les voitures, bref, il y a différentes formes de réactivité. Ici, bon, parfois certains vont inclure la dernière forme de réactivité dans la réactivité interspécifique, mais bref, il y a des subtilités quand même là-dedans. Moi, je m'enfarge pas dans les fleurs du tapis, comme on dit. L'important, c'est de dire, est-ce que j'ai ciblé la forme de réactivité, donc l'émotion qui est derrière ça, et la chaîne d'événements qui fait en sorte que ça mène à cette émotion-là, parce que le chien va choisir une stratégie émotionnelle fonctionnelle en fonction, justement, de ce qu'il a envie d'obtenir comme gain. Alors, voilà, puis je mentionne également qu'il ne faut pas confondre l'agressivité avec les comportements agonistiques que les chiens peuvent avoir entre eux pour communiquer, évidemment. À ce sujet, d'ailleurs, je vais vous présenter une petite vidéo qui est toute courte, 5 minutes, qui va justement, je discute brièvement de ce que c'est un comportement agonistique. C'est le jeu, hein? On peut jouer. Le jeu. On voit ici Zoya un peu inquiète. Parce que Max joue avec quand même assez d'intensité. Léa également inquiète parce que son amie qui est Zoya, voilà, Zoya, on appelle ça un comportement agonistique. Elle est en train de signifier à Max, ça suffit. Donc là, on va voir si Max va être en mesure de comprendre. Sinon, je vais intervenir. Alors, un comportement agonistique, good boy, good, c'est des comportements de communication qui font partie de l'espèce canine où on peut voir du point de vue de l'humain que parfois ça peut être peut-être un peu intense. Certains vont dire, ah, mon chien a montré les dents face à un autre chien. Il est tout simplement en train d'utiliser le naturel, c'est-à-dire démontrer l'espace de vie, des règles de vie qu'ils possèdent entre eux. Naturellement, étant donné que Zoya est une chienne réactive, Zoya c'est celle qui est presque toute noire, et que Max est plutôt intense, on voit par sa posture, voilà, mais on voit qu'il y a une posture de jeu, donc il veut faire le jeu de la poursuite. C'est ce qui l'intéresse. Je vais attendre qu'il revienne. On va voir comment Zoya va se positionner face à Max. On voit aussi Léa, qui est beaucoup plus petite, un petit peu plus frondeuse, Léa. Par sa nature, elle est extrêmement réactive, donc je l'ai adoptée pour travailler sur elle. Protection de ressources intenses. On a à peu près la même chose que Max. Max, réactivité territoriale, réactivité de protection de ressources pour maître, maîtresse, les gens de sa famille. Donc là, on voit que Zoya cherchait à se pousser. Elle se positionne de côté, elle s'éloigne et Max continue. Elle lance un message à Max en disant « Là, ça suffit. J'ai pas envie d'interagir, alors Max doit comprendre, que je vais intervenir. Max, leave it.
Leave it signifie ça suffit. Good. J'utilise mon marqueur positif pour le fait qu'il a cessé. Je commence à peine à introduire cet ordre à max et c'est ce que j'appelle des commandements, des ordres qui permettent de mettre des règles de vie pour signifier, comme avec des enfants, là c'est le temps d'arrêter, ça va un petit peu trop loin. Voilà, ça c'est excellent. Et ce que ça l'amène du point de vue de Zoya, qui est une chienne, comme je mentionné, qui est anxieuse. Elle a un tempérament très anxieux. Elle peut se mettre à shaker lorsqu'elle est dans des situations là, des tremblements, là, lorsqu'elle n'est pas bien. Donc, je l'ai adoptée comme ça, je l'accepte comme ça, j'essaie de la faire progresser, mais je ne changerai pas intrinsèquement sa génétique. Par contre, c'est une très très bonne chienne et elle arrive de plus en plus à gérer cette anxiété et à gérer ses émotions. Voilà, donc quand vous observez des chiens qui sont en train de jouer, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut comprendre et qu'on doit laisser faire et aussi intervenir pour lancer le signal à nos chiens qu'on est en contrôle de la situation et comme je le dis souvent en bon père de famille, c'est nous qui disons maintenant ça suffit, on doit prendre le repos. Alors merci à vous et bonne fin de journée. OK, donc j'espère que j'ai été clair dans ce que c'est un comportement agonistique, entre la réactivité là, émotionnelle puis l'agressivité qui peut être d'ordre stratégique avec l'intention de faire mal. Mais il existe entre ces deux mondes-là quand même des comportements que l'on appelle agonistiques. Puis ce sont les postures, les signaux, les mouvements que les chiens utilisent entre eux pour réguler certains conflits, établir une certaine distance, sans forcément, tomber ou passer à l'agression. C'est une forme de communication. C'est une forme de communication sociale qui est normale. Grognement, évitement, détournement du regard, etc. Là, ce sont des indices. Puis, il faut être attentif à titre de propriétaire, de meneur, d'éducateur, éducatrice, à ce basculement-là. Il y a quand même une fragilité et très rapidement, un comportement agonistique de communication normale, sociale, peut basculer vers de l'agressivité. Alors, le chien peut passer à cette échelle-là d'agression pour une raison que il n'arrive pas à se faire comprendre, par exemple. C'est pour ça que on doit toujours observer lorsque des chiens jouent ensemble, que je suis pas un grand amateur de parc canin, parce que il y a beaucoup de maîtres, de propriétaires qui malheureusement ont pas une bonne lecture de leur chien et ils laissent faire des choses sans intervenir. Alors, il faut porter une attention, là. C'est quoi l'intention du chien? C'est quoi la communication qu'il essaie de faire? Est-ce qu'il y a une récupération assez rapide quand je dis, par exemple, ça suffit, ou leave it, cesse ça, touche pas à ça, bref, il y a plein de stop, etc. Là. Vous pouvez utiliser l'ordre que vous voulez. Vous avez envie de dire banane, on peut associer banane au fait d'arrêter de faire comme ça des échanges un peu plus agonistiques. Et le contexte, là, est-ce que la proximité est toujours à la recherche de vouloir provoquer l'autre, ou quand on dit que ça suffit, les chiens se séparent puis font leur petite vie. Fait que ça nous permet, comme j'ai dit, en bon père de famille, de pouvoir gérer ces excitations-là puis ces peurs-là, comme nous, comme êtres humains, certaines journées, on s'emporte un peu plus, on est moins patient. C'est la même chose avec les chiens. Alors, on est rendu au point 4. Le point 4, c'est comme ma conclusion. On a eu une demi-journée avec entrelacé de bonne communication. Il nous en reste une encore à avoir. Je vous félicite en passant pour le respect. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le feedback que j'ai reçu est extraordinaire. Extraordinaire au sens qu'il y a eu des communications franches, respectueuses et bienveillantes. Et c'est ce que je prône autant dans ma communication avec les chiens qu'avec les humains.
Alors, le bilan final, c'est que pour moi, la compétence est super importante. Vous me l'avez entendu dire précédemment. Savoir lire et guider et s'ajuster. Hein. L'éducation canine adaptative, pour moi, c'est hyper important. La structure également, structure avec des balises claires, des balises cohérentes, des balises dans le but d'être éducative, hein, de pouvoir montrer des choses aux chiens. Le respect, respecter le chien dans la réalité émotionnelle et contextuelle, c'est pour ça que je fais mes interventions uniquement dans l'environnement avec des distractions naturelles, parce que les études depuis quelques années sont très claires, je vous l'ai mentionné, hein, le chien va se créer des cartes neuronales qui sont en lien avec les lieux, avec les contextes, et ça, c'est ma spécialité en développement de chiens d'assistance qui m'a fait progresser, entre autres, à ce sujet, aussi avec les formations que je suis régulièrement, comme je vous ai mentionné, là, pratiquement annuellement, autant au Québec, mais principalement à l'international. Puis ici, ben, je dis souvent que pour moi, éduquer, c'est s'adapter. Hein? Vous allez entendre ça dans quelques vidéos que je fais, là, l'éducation canine adaptative. C'est pas appliquer des recettes, et c'est ça que je déplore un peu, mais un peu dans tous les métiers d'ailleurs. Hein? Oui, il y a des choses qu'on doit appliquer, une recette, mais il y a d'autres métiers où on n'est pas tout noir, tout blanc, on est plus dans une zone grise et il faut faire preuve de qualité intelligente, pour dire ça comme ça. Et faut prendre le temps d'analyser les choses, de choisir les bonnes stratégies. Pour moi, j'ai parlé du Balance Dog Training d'entrée de jeu au début. C'est pas que je prône dans l'absolu que je veux que les gens fassent comme moi, mais c'est juste que les gens ont une mauvaise opinion parce que l'on dépeint mal ce que c'est le Balance Dog Training, avec des images chocs, des images qui montrent des gens avec des outils qui disent qu'ils font mal ou qui font vraiment mal aux chiens. Soit dit en passant, on peut prendre une laisse, hein, l'attacher au collier, on peut prendre une laisse, l'attacher au harnais, puis lever le chien à bout de bras, puis y faire peur, puis crier après lui, et ça va être aussi dommageable que tout le reste. Alors, pour moi, la structure, c'est pas ça que ça signifie. Je veux pas me répéter, vous m'avez entendu expliquer ce que c'est la structure au travers de ma formation, conférence. Puis pour moi, s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de sécurité. Puis pas de sécurité, il n'y a pas d'apprentissage. Le chien doit se sentir sécure par rapport à vous dans l'engagement, dans la relation bienveillante que vous avez avec lui, mais doit se sentir sécure parce qu'il voit plein de fenêtres s'ouvrir et des solutions qui arrivent, qui sont possibles, hein, grâce à son circuit dopaminergique notamment. Donc, un bon comportement, hors contexte, pour moi, c'en est pas un. Alors oui, on débute parfois dans le calme, dans le salon à la maison, dans la cour à la maison, dans une salle de cours avec quelques personnes, mais si on demeure là uniquement, désolé, mais ce n'est pas la façon dont le cerveau du chien apprend. Donc un bon comportement, je vais le répéter, pour moi, c'est un comportement qui se fait en contexte. Quand c'est hors contexte, ce n'est pas un bon comportement. Parce que, pour moi, un comportement, c'est jamais le fruit du hasard. Hein? Le comportement peut être problématique, soit dit en passant. Là, je suis spécialisé surtout en problèmes de comportement. Puis chaque problème devient pour moi une piste qui va mener vers une solution. Et comment j'arrive à ces solutions, c'est en essayant de comprendre comment le cerveau du chien fonctionne. Alors, à retenir pour le bilan final, c'est que la dopamine ne récompense pas seulement les bons comportements. Hein, vous l'avez bien compris, je l'espère. On peut donc aussi renforcer des stratégies réactives ou agressives si elles permettent au chien d'avoir un gain, hein, d'obtenir quelque chose, par exemple d'éviter une situation stressante. Donc, sans intervention juste et appropriée, ces comportements-là peuvent devenir des habitudes ancrées
et qui sont neurobiologiquement définies comme étant des habitudes émotionnelles fonctionnelles. Donc, c'est son cerveau qui va développer ça, tout simplement, que vous le vouliez ou non. Donc, il faut intervenir, et intervenir de façon juste et appropriée, cohérent, sans faire d'ambiguïté. Donc, grâce aux différentes études que je vous ai parlé et les références que je vous ai mis à la fin là, du document que je vais vous laisser, du PowerPoint, ces études-là, on comprend que pour stopper un comportement, le mieux, c'est d'intervenir le plus vite possible, avant que ça devienne une habitude qui est ancrée, qui se fait de façon automatique. Puis si on refuse ça, ben malheureusement, c'est un petit peu refuser les vraies solutions aux chiens, là. Alors, si on refuse de vouloir dire non à un chien, si on refuse d'utiliser des marqueurs négatifs, voire des marqueurs d'interdiction, si on refuse de laisser le chien partir de lui-même en trombe et se rendre lui-même au bout de la laisse, c'est ce qui constate qu'il y a une conséquence naturelle qui se produit quand il fait une chose comme celle-là, ben, on refuse à ce chien, malheureusement, de lui ouvrir des fenêtres d'opportunité. Et c'est pas une bonne façon de faire, d'avoir du respect envers le chien, tiens, pour dire ça de cette façon-là. Donc, la structure, les interdictions qui sont justes, les marqueurs négatifs, voire d'interdiction, ne sont pas de nature de punition aveugle, mais ce sont des mécanismes qui sont essentiels, même neurobiologiques, intrinsèques au chien, qui servent à désactiver des boucles comportementales et surtout à restaurer l'apprentissage. On éduque un chien puis on le rééduque. On lui ouvre des fenêtres en disant « Voici le comportement maintenant que tu dois adopter. C'est un comportement qui est préférable dans notre société parce que tu vis avec moi, cher chien. Tu es mon ami, tu fais partie de ma famille et je veux que tu sois heureux, mais je veux être heureux avec toi également. » Donc, l'apprentissage sans contexte, c'est un peu apprendre à nager sans eau. Donc, un comportement qui est appris hors contexte en fait un comportement qui est naturellement très fragile. Tout le monde a déjà vécu ça. Pour les maîtres et les maîtresses qui sont aujourd'hui avec nous, vous avez suivi des cours, plusieurs me l'ont dit, plusieurs ont hoché de la tête quand je suis allé vous rencontrer en me disant « Alain, ce que tu dis est tellement vrai. » J'ai suivi 6 séances dans un cours avec d'autres personnes et quand je suis arrivé dans la vraie vie, c'était pas du tout ce qui se produisait dans la salle de cours. Donc, l'apprentissage utile, c'est donc celui qu'on peut reproduire dehors, dans la vraie vie. Retenez ça, là, je prône ça énormément. Alors, je vais vous montrer quelques petites vidéos rapidement, très courtes, où on peut voir des succès de chiens réactifs et certains agressifs. Excellent. Excellent. Oui, elle a bien fait ça, c'est bien ça. Tu vois, là, faut que tu sois patiente. Paie pas. Ta récompense, c'est tu marches dans le plaisir. On appelle ça l'engagement. Ton chien est engagé avec toi. L'engagement, c'est le plus bel outil que tu peux avoir. C'est la relation structurante que je disais souvent, là, c'est ça. C'est une marche dans la structure. Excellent. Fait que tu vas être rendu à payer de façon vraiment plus aléatoire que tu le fais, là. On va voir une autre vidéo. Donc, un dodo Miro. Donc, entraînement avec des distractions. Un chien avec de la réactivité intraspécifique. Un chien en mouvance, ça donne le goût d'aller retrouver l'autre chien. Surtout quand on a un chien réactif. Fait qu'on avance calmement.
Voilà, c'est très bien ça. Dites à votre chien, bon chien, mais continuez de marcher. Excellent. Revenez par ici. Et repartez. On va suivre. Maintenant, on va voir s'il va accélérer le rythme. Il y a de la musique, il y a du bruit. Un chien qui avance là-bas. Parfois, le chien pourrait avoir envie d'accélérer le rythme pour aller le rejoindre. Surtout Miro, hein. Miro, réactif par excitation, réactif aussi par crainte, hein. Il y a un mélange des deux, comme on a dit, là. Il se comporte super bien. Bien, maintenant on va aller voir une seconde petite vidéo. Potengo. Alors, chien du Portugal qui a vécu des trucs difficiles. Là, ton chien entend japper, il voit courir des chiens. Il s'en occupe pas. T'as bien fait ça, excellent. Le timing était parfait. N'oublie pas de relibérer ton chien, puis laisse-lui prendre la décision. Il veut pas y aller, il va pas. Oui, excellent, ça c'est bien. Oui, retourne la tête vers toi, excellent. Oui, excellent, ça c'est bien. Voilà, ça c'est très bien. Reste pas statique, bouge un petit peu. On regarde sa posture, un petit peu d'inquiétude, mais il est avec toi, il est dans l'engagement. Oui, là t'es curieux, reviens, sans trop forcer les choses. Voilà. Excellent. Excellent. Tu as bien fait ça. Alors voilà, donc quelques petites vidéos de chiens qui ont progressé considérablement et qui partaient d'extrêmement loin. Donc j'en ai des dizaines et des centaines d'autres là. J'ai décidé de prendre ces courts extraits parce qu'il n'y a pas de montage marketing, c'est simple, c'est concret. Keep it simple and stupid. Et voilà, donc maintenant on est prêt à aller vers notre conclusion. Je sais que il y a eu des échanges, des petites questions pour la fin qui m'ont été réservées. On peut regarder ça ensemble. En fait, je vais juste les télécharger. Désolé. Voilà. Donc, une question... Je sais pas si on peut agrandir ça un petit peu. Voilà. Donc, question finale. On nous dit comment distinguer un chien réactif d'un chien agressif dans la pratique? Comment intégrer la neuroscience dans une session concrète? Bonne question. Et ce n'est pas une question. Vous êtes génial, Claire, dans vos explications. Merci beaucoup d'avoir ajouté ça. Alors, on va regarder les deux questions. Comment distinguer un chien réactif d'un chien agressif dans la pratique? J'en ai parlé un petit peu là, sur le terrain, l'intention, la vitesse de récupération, le contexte émotionnel peut vous aider considérablement. Un chien réactif va souvent exploser, pour utiliser ce terme-là, mais il va revenir assez rapidement au calme s'il est bien encadré. En revanche,
Je pourrais dire au niveau de l'agressivité, ben, c'est comme j'ai mentionné, c'est une stratégie comportementale là, qui est souvent ancrée dans une intention de vouloir faire du dégât et toujours sur la vigilance de vouloir repousser l'autre et se positionner clairement dans l'agressivité. C'est sûr qu'on peut évaluer là, des indices de dangerosité, d'agressivité, là, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, peut-être une autre conférence, etc. Aujourd'hui, je vais garder ça simple vu qu'on est dans la conclusion. Donc, en résumé, là, je ne sais pas si ça répond à votre question, récupération rapide, aussitôt qu'on a retiré le déclencheur, le stimulus déclencheur, ben, la réactivité cesse. Lorsqu'on a de la fixation prolongée, une grande tension musculaire, des grognements qui sont soutenus, même lorsque le stimulus déclencheur quitte et qui est rendu loin, on pourrait potentiellement penser que le chien est en train de basculer vers l'agressivité, dépendamment du type d'intervention qui a été fait également sur lui antérieurement. Puis ensuite, l'anticipation de conflits là, ou des comportements qui sont répétitifs. Souvent, il y a des patterns qui sont appris très dopaminergiques, hein, le fameux circuit dopaminergique qui engendre ça. Puis la réactivité, comme j'ai dit précédemment, peut basculer vers de l'agressivité. L'importance du cortex préfrontal puis des zones amygdales, ça a un impact. Là. Il faut que le chien apprenne à réfléchir. Il faut que le chien apprenne à avoir certaines inhibitions, non pas de l'inhibition par la peur, mais de l'inhibition plutôt par « OK, j'essaie de prendre une autre stratégie qui m'a été enseignée parce que je sais que cette conséquence est positive et il y a un lien d'engagement hyper important. » J'enseigne beaucoup l'engagement et la relation structurante avec mes clients, vous l'avez entendu, vous m'avez entendu dans les vidéos. C'est quelque chose qui est sous-estimé. On comprend mal ce que c'est l'engagement, être dans le plaisir, dans la relation, de vouloir faire des choses ensemble. Alors, voilà pour ce qui est de mes réponses rapides à ce sujet. Maintenant, pour ce qui est de l'autre question, comment intégrer la neuroscience dans une session concrète? Ben, très rapidement, ben, une session pour moi à différentes étapes, différentes phases. Là, on va passer par une première étape qui va être, si on veut, une mobilisation du circuit dopaminergique. On va essayer d'activer les choses de façon contrôlée, en donnant confiance au chien, en faisant en sorte d'utiliser le pressure release et le chien apprend à atteindre un succès, il est renforcé sur ce succès, ensuite pouvoir utiliser potentiellement, oui, la nourriture ou les jeux dans un renforcement positif, dans des séquences d'éloignement, let's go, hein, comme vous m'avez appris. Moi, j'appelle ça une phase d'activation contrôlée, là. Ensuite, ma deuxième étape, ma deuxième phase, là, j'y vais rapidement, là, c'est ce que j'appelle la structuration comportementale avec du feedback précis. Good. Nope. Ça, c'est non. Donc, une clarté au niveau de la communication. Ensuite, au niveau de l'étape 3, la phase 3, la récupération, très important au niveau du système, le parasympathique, repos, redirection calme, massage, que le chien puisse prendre des décisions lui-même et s'apaiser et ressentir de ce qu'il a intérieurement, engendre la réponse qui est de se coucher, par exemple, et de s'apaiser. Des outils sur le terrain, ben, lecture de langage corporel, des micro-signaux, très important d'être capable de lire son chien, alternance d'intensité, mais aussi de retour au calme, prendre le temps de respirer, prendre le temps de faire les choses, de ralentir, les marqueurs positifs, négatifs, d'interdiction, que ça soit clair, mais que ça soit surtout constant, faire preuve de cohérence, éviter l'ambiguïté. Fait que voilà, pour résumer ça tout comme ça. Alors, merci beaucoup pour tous vos commentaires très constructifs, là, je l'apprécie énormément. Et puis, ben, on a finalement passé beaucoup de temps ensemble, hein. Nous sommes allés vers
vers des échanges constructifs, bienveillants dans les différents ateliers. Donc, Alain Coursol, ACE Solutions Canines, un problème des solutions. En fait, le secret pour moi, c'est une nouvelle façon d'interagir avec notre chien. Oui, l'obéissance, là, c'est important, comme je dis souvent, mais l'engagement et la relation structurante, comme j'ai dit précédemment, c'est pour moi un secret prioritaire parce que ça va influencer l'attention sélective, la concentration, la vigilance de votre chien, la motivation et comment on fait pour agir sur les différents circuits que je vous ai introduits. Ben, c'est en utilisant notamment ce que je viens de parler, c'est-à-dire l'engagement puis la relation structurante au travers de communications qui sont claires. Good, nope, non. On dit au chien, ça c'est bien, tu vas pas sur la bonne voie, et ça c'est interdit. Maintenant, voici mes attentes. Good, tu comprends mon attente. Bref, une communication claire et cohérente. Alors, mes sources, je les ai mis ici à la fin avec un petit résumé rapide. Je fais ça toujours avec les documents que je lis. Bon, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de documents là, que j'ai lus, que j'ai résumés comme ça simplement par des mots-clés. Ça me permet d'amener des preuves concrètes, comme quoi on s'appuie pas sur l'idéologie, mais on s'appuie sur la réalité. Et on s'appuie aussi sur l'expérience de terrain, parce que parfois c'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc, mais il y a des zones où l'expérience rentre en ligne de compte. Alors, merci à vous. Merci pour les échanges. Merci pour les très bons commentaires que vous m'avez dit. C'est très encourageant pour moi. Ça a été une demi-journée assez mouvementée. J'espère que vous avez appris et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Au revoir.